Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. On va parler de la délégation à la prospective du Sénat qui travaille sur l'avenir de notre société. Un avenir en question à l'ère de la désinformation sur les réseaux sociaux et à l'ère de la remise en question de la notion d'autorité. Pour parler de cette crise des valeurs à l'horizon 2050, les sénateurs ont auditionné chercheurs et intellectuels. Je vous laisse les écouter. Je peux parler d'un double point de vue, du point de vue d'un travail d'historien que j'ai fait sur l'autorité, mais également sur la confiance et la légitimité. J'avais d'abord commencé par un travail sur la légitimité. Et en second lieu, à partir d'une expérience que nous avons eue au Collège de France, j'ai animé avec Serge Haroche, qui était prix Nobel de physique, un travail sur science et démocratie. Et nous avons publié un livre qui s'appelait Science et démocratie, et qui, justement, interrogeait les conditions dans lesquelles l'autorité scientifique pouvait retrouver une place dans nos sociétés où elle est bien malmenée. Alors, d'abord, la première approche plus historique et de théorie politique, c'est que cette question de l'autorité, bien sûr, elle est très ancienne, puisque c'est une conceptualisation qui est d'abord fondée sur la différence entre la notion de pouvoir et celle d'autorité, et qui, pour simplifier, insiste sur le fait que le pouvoir est faible s'il n'est pas accompagné d'une autorité. Et un des grands penseurs au XIXe siècle, auquel j'ai consacré ma thèse, qui a réfléchi à cette question, c'est l'historien et qui a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui est François Guizot. François Guizot a écrit en 1820 un livre très pionnier qui s'appelait « Des moyens de gouvernement et d'opposition » et qui était une réflexion sur lesquelles les pouvoirs semblaient aussi impuissants alors qu'ils disposaient d'autant de moyens de gouvernement. Ils avaient des fonctionnaires, ils avaient de la police, ils avaient des douaniers et pourtant, ils n'arrivaient pas vraiment à saisir la société. Donc, mon travail a été de voir comment, derrière les moyens ordinaires et classiques de gouvernement, qui se définissent, le pouvoir se définit par des capacités de donner des ordres, par des capacités de coercition, par des capacités de déterminer des règles, alors que les institutions invisibles, dont l'autorité, ne se décrètent pas. Le propre de l'autorité qui fait système avec la confiance et la légitimité. Je pense qu'il est très important de voir que cela fait système. L'autorité, comme la confiance et comme la légitimité, vient d'en bas. Personne ne peut dire « j'ai l'autorité ». On vous reconnaît une autorité. Personne ne peut dire « je suis la personne de confiance ». On doit vous reconnaître la confiance. Et c'est la même chose pour la légitimité. La légitimité, elle est moralement reconnue, elle n'est pas institutionnellement consacrée. Cette question de la légitimité, c'était un des grands débats de théorie politique au Moyen-Âge, pour faire la différence, justement, entre un pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et c'est ce qui affirmait la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. C'est qu'il avait une capacité d'influencer les esprits et de les diriger supérieurs au pouvoir temporel. Et ça allait même très loin, puisqu'on a tiré de cette distinction une conclusion, c'est qu'il était permis de tuer un gouvernant quand il n'était pas doté d'une véritable autorité et véritablement légitime. C'est toute la théorie théologique du tyrannicide. Donc c'est dire que ça allait très loin. Et de ce point de vue-là, il y a eu une grande réflexion pendant toute la période médiévale et qui a continué bien sûr ensuite, sur comment se constitue une autorité. Et il y a eu un moment de formalisation de cette réflexion sur la formalisation de l'autorité pour montrer qu'elle n'appartient pas simplement à des institutions ou à des personnes, mais qu'on peut la produire. Et le laboratoire de production de cette notion d'autorité était l'université. C'est dans l'université médiévale qu'on a inventé cette notion d'autorité. Et cette notion d'autorité, elle était très forte, parce qu'un maître universitaire était considéré
comme quelqu'un qui, par son seul statut de maître universitaire, pouvait accéder à la canonisation. Dans les procès de canonisation, le fait d'être un maître universitaire était une preuve de canonisation extrêmement importante. Alors comment on a réfléchi la production de l'autorité à ce moment-là? Eh bien, on l'a réfléchi comme n'étant pas simplement l'énoncé d'une parole de savoir, mais comme étant un mode de production spécifique du savoir. Et un mode de production du savoir dans la confrontation et dans la discussion, à travers notamment, je vous passe tous les détails techniques, mais ce qu'on a appelé les procédures quod libétiques, c'est-à-dire quod libet, c'est-à-dire qu'on mettait à l'ordre du jour des questions. Ces questions étaient ensuite, elles étaient réfléchies par tout un ensemble de personnes et qui s'affrontaient. Et il y avait celui qui était considéré comme le plus capable ou le plus âgé du groupe, qui proposait ensuite, quelques jours de réflexion après, une conclusion. C'est donc dire qu'il y avait l'autorité est née d'une confrontation, d'une réflexion critique, et non pas simplement de la réflexion d'une seule personne. Donc c'est très important de voir que, alors que le pouvoir, il se décrète immédiatement, le pouvoir, c'est un statut légal dont vous disposez, alors que cette autorité, elle se produit de cette façon. Et bien sûr, ensuite, ce sera toute la réflexion qui ira exactement dans le même sens, mais non plus à partir de sujets théologiques ou philosophiques, sur ce que veut dire la démarche scientifique. La science n'existe pas, ce qui existe, c'est la démarche scientifique. Et j'y reviendrai tout à l'heure à propos du travail qu'on avait fait au Collège de France. Donc l'autorité, elle est très importante, mais justement, elle ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas, et comme elle fait système avec la confiance, avec la légitimité, il faut voir aussi comment se construit la légitimité. Comment se construit la légitimité, c'est-à-dire comment on vous reconnaît comme légitime. Alors là, il y a des critères qui sont des critères de proximité, des critères de moralité, et dans une période relativement récente, en tout cas pour l'historien, la personne qui a le plus produit de réflexion sur cette notion de légitimité, eh bien, c'est le général de Gaulle et son milieu. Le général de Gaulle et son milieu ont développé toute une réflexion théorique sur la légitimité. La légitimité qu'ils ont opposée à la légalité, parce que c'était justement la base de sa distinction entre la légitimité de Londres et ce qu'il appelait l'apparence de l'égalité du régime de Vichy. Donc, qu'est-ce qui fait reconnaître l'autorité? Qu'est-ce qui fait reconnaître la légitimité? Qu'est-ce qui donne la confiance? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément de liberté de la parole qui est une parole d'autorité. Et d'autre part, d'une recherche d'universalité. Alors évidemment, cela pose une grande question en démocratie, parce que le propre de la démocratie est d'être fondée, organisée autour de la compétition entre des points de vue différents. Le propre de la démocratie, c'est d'organiser en quelque sorte la division des opinions. Et il n'y a rien ça n'est pas la même chose que de faire un compromis et d'avoir une parole d'autorité. C'est deux choses extrêmement différentes. Un compromis, c'est qu'on partage en deux ou en trois, enfin, on partage des transactions, alors que l'autorité, elle est nécessairement une. Donc, en démocratie, la naissance de l'autorité est à la fois un problème et une nécessité très grande. Parce que les pères fondateurs de la démocratie pensaient que la démocratie devait terminer par être un régime d'unanimité et un régime d'unité. Il faut rappeler que pendant la Révolution française, les partis politiques étaient interdits pendant toute la période de 1789 à 99. Et pourquoi les partis politiques étaient interdits? Parce qu'il y avait le sentiment que les partis politiques
pour organiser leur compétition, en quelque sorte, construiraient leur désaccord de façon qui pourrait être fort loin de la réalité. Et c'est la raison aussi pour laquelle, une deuxième caractéristique connue des historiens, mais pas du grand public, pendant la Révolution française, on ne pouvait pas se porter candidat lors d'une élection. Les élections étaient des élections sans candidat. Pour une raison très simple, c'est qu'on disait, s'il y a des candidats, ça va être un bal des prétendants, un bal des prétentions. Donc, il faut déterminer quel est le plus vertueux, le plus talentueux, par un autre mode que la compétition. Alors, c'est une chose qui était travaillée de près par des historiens, je ne le développe pas maintenant, mais ça veut dire qu'il y a des élections qui duraient très longtemps. Des élections qui duraient très longtemps. Vous savez que c'était une élection à 2 degrés pendant la Révolution française, enfin pendant la plus grande période. C'est-à-dire que les électeurs de base élisaient un électeur pour 1000 personnes. Il y avait des groupes de base de 1000, on élisait une personne, donc ça faisait 40 000 électeurs en France. Eh bien, comme on votait beaucoup pendant la Révolution française, dans les années 91 et 92, les électeurs parisiens s'étaient rassemblés 180 jours dans l'année. Donc, si on a introduit les candidatures, ensuite, c'est aussi par simplification, parce que cette procédure était très, très compliquée. Mais enfin, il y a tout de même quelque chose qui reste dans l'idée que la démocratie ne doit pas simplement être un régime de la concurrence et de la compétition, mais qu'elle devrait être un régime de l'unité et de l'unanimité. Donc, il y a ça ouvre toute une réflexion. Et cette réflexion, elle se lie justement aux conditions dans lesquelles une autorité peut apparaître. Là, je conclus très rapidement en parlant du travail qu'on avait fait au Collège de France sur l'autorité, en constatant, évidemment, le point de départ, c'est que quelqu'un a beau être prix Nobel, si il rencontre des personnes qui vont lui dire « vous êtes peut-être prix Nobel, mais moi j'ai vu sur Internet, vous vous trompez complètement ». Bon. Donc ça, c'est l'expérience qui était celle de tous les profs du Collège de France scientifique. C'est que, étant amenés à parler en public à différentes occasions, ils ont tous été confrontés à ce fait-là. Alors, comment le surmonter, ce fait? Le constat auquel nous sommes, enfin, la réflexion à laquelle nous sommes arrivés est la suivante. C'est de dire que ce qui crée la confusion et la distinction, c'est le sentiment que le savant est une personne lointaine, que le savant se réfugie dans son Olympe, qu'il est comme l'expert qui prétend pouvoir gouverner le monde alors qu'il est enfermé dans sa bulle. Et une réflexion historique nous a été faite à ce moment-là qui mérite d'être méditée. Aujourd'hui, c'est dans les milieux populaires, disons pour faire très vite, que cette dénégation de l'autorité scientifique est la plus forte. Et il y a une réflexion à faire sur ce qui se passait dans les années 30, parce que c'était le contraire. Parce que dans les années 30, il se trouve qu'il y avait des grands prix Nobel ou des grands savants qui étaient membres du Parti communiste. Et du coup, ces savants étaient considérés comme des amis du parti, comme des membres du parti. Et du coup, tout ce qu'ils pouvaient dire était considéré comme parole d'évangile absolument immédiate. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils aient été proches qui les a rendus en quelque sorte crédibles. Une autre personne qui avait réfléchi à cela est Arago, quand il dirigeait l'Observatoire de Paris. Arago avait eu le souci chaque semaine d'organiser des grandes conférences pour le public pour leur expliquer très pédagogiquement le travail qu'il faisait, comment ça marchait. Il était devenu un savant extrêmement populaire. Non pas parce que les gens pouvaient évaluer ses théories, mais parce qu'il apparaissait comme au service de la collectivité, il apparaissait comme quelqu'un de proche de la collectivité. Donc l'autorité, me semble-t-il, qui est indispensable dans le fonctionnement social, parce que l'autorité, c'est un économiseur d'arguments. L'autorité, c'est un économiseur d'institutions. C'est la même chose que la confiance. La confiance, dit-on, c'est un réducteur de complexité et c'est aussi un réducteur d'institutions. Donc, c'est fondamentalement important dans une société.
Et cette dimension de la proximité, et en tout cas il y aurait bien d'autres choses à dire, mais une des clés essentielles de sa construction. Et nous avons un sérieux besoin de reconstruction d'autorité dans ce pays. C'est très clair. Il est évident que les domaines scientifiques sont des domaines qui sont directement concernés, mais pas seulement, hélas. Même en matière d'histoire, même en matière de choses beaucoup plus triviales, on voit à quel point l'autorité a du mal à s'imposer. Alors, une des choses aussi, c'est de montrer ce qu'est le métier de la production de l'autorité, ce qu'est le métier du chercheur. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, d'organiser des visites de laboratoire, par exemple, de montrer ce que c'est. Moi, j'ai assisté à des visites organisées au laboratoire de statistique, de physique statistique au Collège de France, et ce qui est, avec des petits groupes de jeunes. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit l'aspect extraordinaire de bricolage qu'il y a dans tout un ensemble de machines scientifiques que l'on construit. Et donc, on a une perception sensible, directe, de ce qu'est l'hésitation, le tâtonnement, le fait que la vérité scientifique n'existe pas en tant que telle. Ce qui existe, c'est la démarche scientifique avec des acquis qui se construisent dans le temps. Donc, c'est certainement des choses à développer, et évidemment, la concurrence est très forte, mais on va en entendre parler avec le travail des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Merci de me permettre de contribuer à vos réflexions. Je vais vous présenter quelques travaux de recherche que l'on fait donc à l'Institut des systèmes complexes et puis dans la communauté en général qui analyse le web sur ces thèmes-là. Pour commencer, j'aimerais rappeler un petit peu le contexte dans lequel ces recherches ont lieu et ces résultats ont lieu. Vous en avez déjà vu dans les précédentes commissions, mais je rappelle très rapidement. Alors, je ne sais pas si ça marche, ça. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, très bien. Donc déjà, sur la question de la distinction entre fait et opinion, cette citation de Hannah Arendt, que je trouve vraiment très éclairante, le sujet idéal du régime totalitaire n'est pas le nazi ou le communiste convaincu, mais des gens pour qui la distinction entre le fait et la fiction, et la distinction entre le vrai et le faux n'existe plus. Donc ça souligne vraiment le danger que constitue le fait d'effacer ce genre de frontières. Et si on regarde donc la situation de l'Europe actuellement, il faut voir qu'elle est prise en tenaille entre des adversaires qui cherchent à la miner de l'intérieur. Donc sur le flanc Est, on a depuis très longtemps, mais de manière très très officielle aussi, donc là par exemple c'est une citation de Dimitri Medvedev qui explique que donc la Russie cherche à faire advenir des changements de régime en Europe de toutes les manières possibles, en soutenant certaines forces à l'intérieur de l'Europe. Et excusez-moi, c'est vrai que c'est un contre-intuitif. Et sur le front ouest, depuis donc quelques mois, on a les États-Unis avec, je rappelle donc l'intervention du vice-président J.D. Vance à Munich qui a glacé un petit peu tout le monde. Donald Trump qui indique que l'Europe constitue un danger pour les États-Unis avec ses idées suicidaires dans les domaines de l'immigration et de l'énergie. Et la nouvelle politique américaine de sécurité nationale, donc la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui dit explicitement, d'une part, qu'il faut remettre la Russie au centre du jeu, d'autre part, qu'il faut que l'Europe se débrouille sans l'OTAN, et enfin, en gros, il leur faut cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe au sein des nations, la trajectoire étant celle qu'on vient de décrire, c'est-à-dire le fait qu'on a des politiques pro-environnementale, une certaine manière de traiter l'immigration qui diffère de celle qu'ils conçoivent. Et donc, on a deux acteurs majeurs qui ont des intentions d'agir sur les systèmes politiques en Europe et notamment en France. Et la manière dont ça va être fait, et dont c'est fait, et c'est déjà écrit. Donc je rappelle la doctrine soviétique à l'époque du KGB, qui est toujours la même en Russie actuellement. C'est documenté notamment par David Colomb ou Nicolas Hénin, qui dit que
pour miner les démocraties de l'intérieur qui sont leurs ennemis. Il s'agit de modifier la perception des citoyens de toutes les manières possibles, de manière en fait à ce qu'ils finissent par accepter le totalitarisme. Et maintenant, et il indique que les premières cibles, ce sont les médias. C'est-à-dire qu'il faut arriver à cibler les médias. Donc là, on était en 86. Maintenant, les médias, c'est aussi les médias sociaux. Et du côté du flanc ouest, vous avez par exemple Steve Bannon qui expliquait que donc la véritable opposition, ce ne sont pas les démocrates, mais ce sont les médias, et que la manière de traiter avec eux est, donc cette expression est grossière, mais d'inonder la zone de merde, c'est-à-dire créer de la confusion. Et donc des deux côtés, on a un objectif commun, qui est donc de détacher les citoyens de leurs sources d'autorité, qu'elles soient politiques, scientifiques, médiatiques, c'est-à-dire des catégories sociales qui normalement ont certaines méthodes, des déontologies, une certaine éthique, et de les rattacher à des sources d'informations alternatives, notamment les réseaux sociaux ou des chaînes YouTube ou des choses comme ça. Et donc il s'agit à la fois de désinformer, mais aussi de désorienter, ça c'est Steven qui le précise, et d'une certaine manière de conditionner au sens conditionnement, un peu comme quand on voit dans Orange Mécanique, hein, où une personne se fait conditionner en regardant des films de manière forcée. Et le web et les infrastructures numériques sont la clé de voûte. Et donc ce que je vais vous montrer maintenant prend ça vraiment en compte. Bon, essayez de vous montrer ça. Alors, je passe quelques exemples en fait de types d'intervention. Ce qu'il faut voir, donc, c'est que maintenant, donc, le web est évidemment internationalisé, les réseaux sociaux aussi, et depuis assez longtemps, là c'est un exemple par exemple de 2017, on a des synergies transnationales pour essayer de, par exemple, déstabiliser les élections. Ça, ce sont les Macron Leaks qui ont été attribués très officiellement récemment par la présidence à une action de la Russie, c'est-à-dire cette fuite de documents de la campagne d'Emmanuel Macron à 1 minute en fait, de la période de réserve de 2017, donc a été attribuée à la Russie. Mais en fait, ce n'est pas seulement ça. La fuite de documents a lieu, mais ensuite elle a été reprise par des mouvements plutôt extrême droite américaine, puis rediffusée par leur équivalent en France sur 48 heures pour essayer donc d'instiller le doute dans les votants et de peser sur le résultat de l'élection. Donc là, on voit bien une action un petit peu transnationale, pas forcément coordonnée au sens où il y a collusion, mais une synergie d'intérêts, convergence d'intérêts. Ça, c'était sur Twitter. On voit bien les deux masses qui ont mené ça. Ensuite, il y a aussi des actions. Au-delà, on parle beaucoup de désinformation, notamment par exemple les Macron Leaks. Il y avait beaucoup de désinformation. On disait que dedans il y avait des scandales d'État, alors que bon, il n'y avait rien de vraiment passionnant au final. Au-delà des informations, il y a aussi tout ce qu'on appelle la guerre de l'opinion ou aussi la guerre des mèmes, ce qu'eux-mêmes appellent la guerre des mèmes, c'est-à-dire on va diffuser en masse sur les réseaux sociaux et puis d'autres, des sites d'information, d'autres types de canaux, des unités d'information qui vont être là pour moduler l'opinion sans forcément avoir un contenu vrai-faux. Donc là, par exemple, vous avez pour la liberté, pour l'Ukraine, on a une espèce de cartoon où on comprend qu'en fait, on remet en cause à la fois la politique sanitaire et le soutien à l'Ukraine, mais c'est assez insidieux. Et on a pu détecter, notamment, toujours en 2017, et puis après, mais là je montre les exemples déjà anciens qu'on avait, des campagnes comme ça, dans l'entre-deux tours, où il y avait des centaines de comptes, voire des milliers, qui se coordonnaient sur des forums, là c'est le forum 4chan, pour dire comment influencer sur les élections françaises. Ces personnes n'étaient pas français, et on a la signature ici, à cet endroit-là, de leur action. Ça c'est vraiment l'entre-deux tours, et on voit que dans l'entre-deux tours, l'écosystème Twitter a été perturbé par des personnes qui se faisaient passer pour des Français, qui reprenaient en gros les vocabulaires de Fillon et Mélenchon en essayant de dire il faut voter pour Marine Le Pen et non pour Emmanuel Macron. Mais ces personnes-là n'étaient pas des votants français. Ensuite, de manière plus récente, on voit aussi que donc ça s'appelle l'astroturfing, créer l'illusion créer une foule factice pour créer l'illusion d'une adhésion d'une foule à une cause et ainsi convaincre une partie de la population. Maintenant, ça se fait, en 2017, c'était fait avec des vraies personnes. Maintenant, ça se fait autant avec des vraies personnes qu'avec des faux comptes, des robots. Ici, vous avez l'exemple des élections allemandes de 2024, où l'AfD a été soutenue très officiellement par Elon Musk, qui allait même dans les meetings.
mais qui s'est fait accompagner sur son réseau social. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a organisé? En tout cas, il a laissé faire par des robots. Ça, c'est le travail de Karine Cohn et Florent Lefebvre, où il montre que sa parole a été amplifiée artificiellement sur son réseau X à l'époque, donc pour porter sa parole plus loin et porter la parole de l'AfD plus loin. Sachant que X est censé modérer les robots, puisque c'est contraire en fait à leurs conditions d'utilisation, on voit que là, il y a conflit d'intérêt direct entre le propriétaire du réseau, son action dans l'espace public et la réalité. Ensuite, autre type d'intervention, donc ça c'était des interventions externes au sens où on a un espace numérique et puis on va créer des faux comptes de manière un petit peu contraire à leur utilisation et on va essayer d'influencer l'espace d'opinion de manière externe. Maintenant, il y a des interventions totalement internes qui utilisent les outils même de ces espaces. Alors par exemple, pendant les élections européennes et législatives de 2024, Facebook, entreprise américaine, a vendu à la Russie les données des Français de manière à faire de la publicité ciblée pour favoriser un candidat aux élections européennes, pendant les campagnes et pendant les élections. Donc ça a été repéré par Paul Bouchot qui travaille à l'Institut Système Complexe. Et par exemple, il a repéré 38 000 pages donc, de ces fameuses publicités qui ont eu 38 millions de vues à l'échelle européenne sur plusieurs pays. Et donc ça, c'est une manière, avec l'hyperpersonnalisation, d'amener l'opinion à aller dans un sens. Alors, voilà, l'efficacité, on pourra en discuter, mais en tout cas, c'est ce genre de techniques qui existent. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Et maintenant, je ne vais pas développer, mais on sait très bien que les robots deviennent de plus en plus sophistiqués. Avec les nouvelles intelligences artificielles de type ChatGPT et des choses comme ça, on est capable de faire des agents en ligne qui seront plus vrais que nature et qui vont même aller discuter avec les internautes, qui vont pouvoir, par exemple, lire ce que les internautes ont écrit sur leur profil et adapter leur discours en fonction, qui vont faire de la veille, par exemple, sur les comptes de médias pour que dès qu'il y a une information qui est sortie par Le Parisien, Le Monde ou Le Figaro, elle est contextualisée par une masse de robots qui vont en fait se faire passer pour des électeurs et la contextualiser. Et donc ça, là, on a vraiment un saut technologique depuis 2-3 ans. Ensuite, on a aussi une intervention interne au sens où on a des figures d'autorité sur ces réseaux qui utilisent leur position d'autorité pour influencer l'opinion. Alors c'est par exemple le cas d'Elon Musk avec un programme très clair. Ici vous avez un message d'Elon Musk lui-même qui est très explicite, en plus d'être très misogyne, où vous voyez une personne qui domine une autre, il lui fait boire du lait, et la personne dominée, c'est Elon Musk. La personne dominante, pardon, c'est Elon Musk. La personne dominée, c'est Twitter. Et donc, il indique que son intention, c'est de gaver les 600 millions d'utilisateurs de Twitter avec son idéologie, sachant que le lait, c'est certainement pas un hasard, est un symbole de suprémacisme blanc. Et quand on regarde l'audience d'Elon Musk, elle est fabriquée sur Twitter de manière à ce qu'il soit prédominant. Ici, vous avez l'audience, les vues en fait, des différents comptes influents pendant la campagne présidentielle américaine. Et vous voyez que Elon Musk a une place disproportionnée. Le nombre de vues des tweets d'Elon Musk, c'est 2 fois plus que l'ensemble des publicités politiques de tous les candidats et de toutes les personnalités politiques pendant la présidentielle américaine. Alors, j'en viens à voir comment on peut aussi intervenir sur l'infrastructure elle-même. Donc là, Elon Musk, il intervient en tant que personne. Il a reconfiguré l'infrastructure pour être au centre, mais après, quand il s'exprime, c'est en tant que personne, il utilise cette infrastructure avec sa parole. Mais il y a quelque chose qui est plus pernicieux, c'est vraiment manipuler l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire les algorithmes qui vont régir la circulation d'informations à l'intérieur de ces grandes infrastructures. Là, on est encore sur X Twitter, mais c'est des choses un peu similaires sur Facebook et sur LinkedIn et sur TikTok, chacun un peu à sa sauce. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, les opinions se forment majoritairement sur ce qu'on appelle des fils d'actualité quand on est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette page où le réseau social vous abreuve des informations qui viennent, soi-disant, de votre environnement social. Mais quand on fait un audit de ce genre de dispositif technique, on voit, ça c'est un article qui a été notamment l'idée encore par Paul Bouchot, on voit que vous avez un tiers de contenu qui est non sollicité, donc c'est à la main de la plateforme, et les 2 tiers des contenus qui restent viennent effectivement de votre environnement social, mais ça ne peut vous montrer qu'une toute petite partie, puisque quand par exemple vous êtes abonné à en moyenne 300 ou 400 personnes, vous ne voyez qu'une toute petite partie, et vous voyez en gros le haut de la pile de ce qui vous est présenté.
Ce qui vous permet en moyenne de voir uniquement 3% de la production de votre environnement social qui sont choisis de manière très spécifique, et on a pu le mesurer. On a pu mesurer que dans les 3% qui vous arrivent donc de votre environnement social, donc vous pensez que c'est vos amis, etc., eh bien c'est ces contenus qui sont éditorialisés, c'est-à-dire qu'il y a un enrichissement à plus 49% de contenus dits toxiques, c'est-à-dire harcèlement, obscénité, injures, polémiques. Donc ça se mesure de manière très très précise. On peut comparer ce que les gens auraient pu voir et ce qu'ils voient effectivement. Et on voit qu'il y a systématiquement un décalage entre ce à quoi vous vous abonnez et ce que vous recevez sur des médias comme X. On peut même montrer que ça, c'est de manière consubstantielle à ce qu'on appelle la maximisation de l'engagement, c'est-à-dire cette stratégie qu'ont les grandes plateformes d'essayer de vous montrer des contenus qui vont générer du clic, du like ou des partages. Mais sur le réseau X Twitter, cette distorsion en fait du paysage, donc vers les contenus toxiques, a été aussi augmentée avec l'arrivée de Elon Musk et les changements qu'il a fait dans son algorithme. C'est passé, on l'a mesuré, de 32% à 49% en moyenne. Et ça n'a pas seulement un effet sur la circulation d'informations, ça a aussi un effet sur qui devient visible, c'est-à-dire que les personnes les plus toxiques, du coup, sont plus diffusées, du coup, reçoivent plus de liens entrants, et sur le moyen terme, arrivent au centre du réseau. Et il y a une surreprésentation dans les personnes les plus influentes d'un réseau de personnalités toxiques, rien que de ce fait, c'est-à-dire de la machinerie en fait, du réseau social. Donc ça, il faut bien comprendre, c'est que dans une société où, en gros, vous avez 60% ou 70% de la population qui s'informe sur les réseaux sociaux, 20% qui s'informent principalement sur les réseaux sociaux en France, c'est 1/5, c'est énorme. Vous changez une ligne de code sur un serveur centralisé d'une plateforme, vous dites que maintenant, c'est tel ou tel contenu qui va être mis en avant, et vous changez tout. Quand Facebook a changé progressivement son algorithme, qui a favorisé en gros le clash et l'hostilité, eh bien les médias ont dû s'adapter, puisque sinon ils devenaient invisibles, donc ils ont dû faire des unes sensationnelles. Les politiques ont dû s'adapter, sinon ils devenaient invisibles, et donc du coup il fallait faire un peu des esclandres peut-être à l'Assemblée nationale, et en fait on change vraiment tout l'espace informationnel. Maintenant, ce qu'on voit aussi en France, c'est que comme aux États-Unis, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais il y a une sorte d'hybridation entre ce qui se passe en ligne et hors ligne, ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux et sur des médias plus traditionnels, et l'émergence de médias qui vont relayer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, il y a eu d'abord Breitbart, puis Fox News qui a accompagné l'arrivée de Donald Trump. Aujourd'hui, on a par exemple sur CNews l'ex-patronne de RT, donc un média qui a été interdit en Europe, qui reprend des éléments de langage du Kremlin pour en fait parler à un public plus mainstream. On a la même chose aussi sur le climat. Ça, c'est Quota Climat, c'est très intéressant. On pourra en parler si vous voulez. Donc ça, c'est très important de voir que ce n'est pas juste les réseaux sociaux, mais qu'il y a en gros une synergie entre réseaux sociaux et d'autres types de médias plus traditionnels. Alors, avant d'aller très rapidement sur une prospective 2050, juste pour décrypter un peu ce type de discours qui foisonne sur les réseaux sociaux et de manière générale sur les acteurs un peu antidémocratiques, il faut voir qu'il y a une réelle bataille sémantique qui a par exemple très bien été écrite par Stéphanie Lamy, c'est-à-dire on va faire une perversion du sens des mots, on va réinterpréter ce que c'est que la liberté d'expression, on va réinterpréter ce que c'est que la libre circulation, ce que c'est que la fraternité, etc. Donc il y a vraiment un travail de fond qui est fait et qui passe par les réseaux sociaux, par les mèmes et qui s'étend un petit peu au reste de la société. Il y a aussi donc une inversion des valeurs qui passe dans le discours. Alors, une manière d'arriver à remettre les choses droit, c'est de penser toute accusation est une confession. Quand Vladimir Poutine dit « c'est l'OTAN qui m'attaque », qui va attaquer l'Ukraine. Quand Donald Trump dit « les élections ont été volées », c'est qu'il réfléchit à voler les élections. Et donc, il y a à chaque fois donc, des inversions de valeurs. Et puis, il y a aussi donc, beaucoup de désinformation et de mensonges dans tous ces comportements. Et l'objectif, en fait, c'est que vous croyez toujours ce qui va contre vos intérêts. C'est-à-dire que soit on essaie de vous faire croire un mensonge, soit on vous dit, en vous mentant, soit on vous dit quelque chose de vrai, mais qui est tellement énorme que vous n'allez pas le croire. Et donc, vous n'allez pas pouvoir vous préparer à temps à ce qui va arriver. Et après, la personne pourra dire « mais je vous l'avais dit ». Et donc, elle va retrouver une sorte d'autorité de cette manière-là.
Et ce type-là de déclaration qui va s'avérer vrai, qui est assez extrême, s'appelle aussi dog whistling, c'est-à-dire c'est un message passé à vos supporters et qui permet aussi de détecter qui va vous soutenir par la suite. Alors, maintenant, très rapidement, la question c'était qu'est-ce qui va se passer en 2050 ? Alors, en 2050, c'est possible que l'alliance entre technologie et politique soit toujours là, c'est-à-dire que les États-Unis sont en pleine conversion. On ne sait pas s'ils iront jusqu'au bout de cette conversion-là, mais ce type de régime peut durer très très longtemps. On voit déjà qu'ils vont utiliser, et ils utilisent déjà toute l'infrastructure numérique et leur position dominante sur l'infrastructure numérique pour négocier ou imposer leur volonté. Par exemple, ils mettent les réseaux sociaux, qui sont des infrastructures numériques dominantes américaines en Europe, au même niveau que les équipements militaires ou que leur économie. Donald Trump menace de mettre des droits de douane si on s'attaque à la tech. J.D. Vance menace de se retirer de l'OTAN si on touche à X. Donc on voit l'importance, en fait, pour eux, des infrastructures de réseaux sociaux, parce que, en fait, les démocraties vont là où les opinions les mènent. Et si vous pilotez l'opinion, eh bien vous pilotez la démocratie. Je cite aussi comme exemple ce qui est arrivé au juge de la Cour pénale internationale, à plusieurs juges, le juge Guillou, qui nous explique qu'on doit retrouver le chemin de la souveraineté numérique. C'est aujourd'hui une condition de l'état de droit au niveau national et international. Ce juge, du jour au lendemain, s'est fait priver de son compte mail, de toute possibilité de commander par Amazon, de tous ses moyens de crédit bancaire, de tout. Il a été devenu un paria numérique. Et l'Europe, pour l'instant, n'a rien pu faire, puisqu'en fait, c'est piloté depuis les États-Unis. J'attire aussi l'attention sur des services comme par exemple Starlink, qui sont dominants technologiquement, et ils vont utiliser leur avancée technologique pour conquérir en fait tout ce qui est infrastructure de connectivité Internet. Si on laisse Starlink à la libre concurrence, c'est possible qu'en 2050, l'Internet soit entièrement opéré par des sociétés de type Starlink depuis l'espace. Et à ce moment-là, ça veut dire que leurs propriétaires pourront dire à un pays, si tu ne fais pas ce que je veux, demain ou dans une minute, tu n'as plus d'Internet. Et là, c'est la fin. Il n'y aura plus du tout de... Donc les valeurs qui seront imposées par ce type d'acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait se poser en 2050 ? Il y a 3 questions que j'aimerais qu'on puisse se poser en 2050. La première, c'est comment a-t-on pu rester soumis à une tech autoritaire ? C'est Francesca Bria qui a cette expression-là, de tech autoritaire, c'est-à-dire on pilote la démocratie par des infrastructures technologiques qui sont autoritaires et pas d'autorité. C'est-à-dire que, contrairement à la construction d'une autorité normale, on va être autoritaire au sens où on va imposer des choses et il n'y aura pas le choix. Et il faut savoir que des voies de sortie existent. Il faut a priori sortir à toute vitesse des infrastructures captives. Nous, on a commencé à travailler sur la question des réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus large. Encore une fois, des choses comme Starlink posent problème. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment a-t-on pu laisser les démocraties s'intoxiquer avec un mode de scrutin ? Le mode de scrutin actuel est très vulnérable, notamment dans un contexte informationnel tel qu'on le connaît maintenant. En 2 mots, on a un contexte informationnel qui pousse à l'hostilité des échanges et qui donc, du coup, dans la préparation de premier tour, que ce soit les présidentielles, législatives ou municipales, pousse en gros à créer des factions qui vont voir les autres comme des ennemis et pas comme des adversaires. Et ensuite, au second tour, vous n'avez plus que 2 candidats dans la plupart des cas qui peuvent avoir un support assez faible, en général on passe avec 20%, et qui pourraient, dans certains cas, avoir même un rejet majoritaire, c'est-à-dire une majorité de personnes qui sont contre ces 2 candidats, et pourtant il va bien falloir en choisir un. Et dans l'entre-deux tours, moduler la perception du moins pire, puisqu'il s'agira plutôt de voter contre plutôt que de voter pour. Avec les techniques de réseaux sociaux, c'est assez facile. On l'a vu, j'en ai donné plusieurs exemples. Et donc, on peut avoir un accident où une personne qui est rejetée majoritairement, largement par la population, est quand même élue. Et donc, ça, c'est vraiment une faille du scrutin uninominal. Ces failles sont connues depuis longtemps. Or, il existe des scrutins alternatifs. J'en mentionne juste un, mais il y en a d'autres. Mais par exemple, il y a le scrutin au changement majoritaire qui a été inventé par des Français en 2006-2007, qui a fait ses preuves dans des élections jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'électeurs, qui marche très bien et qui évite le vote utile. Il n'y a plus de division des voix. Il n'y a plus ce genre
danger en fait d'avoir un candidat rejeté qui soit élu, et qui pourrait aussi être une bonne solution aussi à la baisse continue de la participation, et qui aussi pourrait changer complètement les campagnes elles-mêmes, puisqu'il ne s'agirait plus de voter tellement pour une personne, mais d'abord de promouvoir des idées et ensuite de choisir les meilleures personnes sans qu'il y ait neutralisation entre personnes qui soient sur à peu près des programmes similaires. Et puis, juste pour terminer, une autre question j'aimerais qu'on puisse se poser en 2050, c'est comment on a pu se laisser pervertir les notions, les valeurs socles de la démocratie française, c'est-à-dire la liberté, ce n'est pas la liberté d'être raciste ou d'opprimer, l'égalité, ce n'est pas incompatible avec le fait d'essayer de lutter contre les inégalités et de faire des mesures qui corrigent les inégalités, et la fraternité ne se constitue pas en opposition avec des soi-disant ennemis extérieurs alliés à des ennemis de l'intérieur. La fraternité, c'est un autre type de valeur. Ce sont pourtant le genre d'acceptation qu'on essaie de nous faire passer en ligne, et notamment via les magnats de la Big Tech. Et donc, ça serait bien qu'un jour, on se demande qu'on arrive en fait à remettre les choses à l'endroit. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher Pierre Rosanvallon, cher David Chaval-Arias, c'est assez impressionnant pour le journaliste que je suis d'avoir à traiter un sujet aussi vaste et important que celui qui est l'objet de vos travaux, autorité, vérité, réseaux sociaux et médias. C'est encore plus impressionnant de le faire en essayant d'adopter une posture de prospective, puisque c'est un exercice qui invite toujours à l'humilité. En complément de mes éminents prédécesseurs, je vais vous parler donc comme journaliste et en mobilisant plusieurs travaux de long terme que j'ai pu mener. Je vais vous proposer de me suivre dans 2 voyages successifs. Le premier voyage, ce sera un voyage chez les décrocheurs de l'information pour vous partager quelques enseignements d'une enquête de terrain que j'ai effectivement conduite en 2022 qui s'appelle « Voyage au pays de la dark information » et ça va me permettre de vous emmener au contact des Françaises et des Français qui ont un point commun, qui sont en défiance totale vis-à-vis de l'information classique, ou plutôt tout simplement, parce que j'aime pas ce terme d'information classique, il est très compliqué en tant que tel, peut-être information produite dans un cadre professionnel, mais parce que la guerre des mots a un sens, qui, par ces Français qui rejettent l'information, va plutôt être qualifiée d'information mainstream. Bref, ces Français que je suis allé rencontrer, ils sont tellement en défiance de l'information, de cette information classique, qu'ils ont créé des dispositifs de quasi-médias qui sont extrêmement puissants, extrêmement structurés, et je vais vous en dire un mot, ils sont parfois même plus efficaces que les médias traditionnels pour capter, pour toucher des publics. Le second voyage que je vous proposerai sera un voyage dans le temps, effectivement, à l'horizon 2050, pour vous présenter les travaux qu'on a pu conduire dans le cadre des États généraux de l'information. Et je vous présenterai 3 scénarios que nous avons esquissés autour des mondes de l'information en 2050, la grille de raisonnement qui leur avait donné sens. Après ces 2 voyages, j'essaierai de vous partager quelques convictions peut-être un peu plus personnelles sur la question de la crise de vérité, d'autorité, que je vais essayer de revisiter peut-être un peu autour de l'enjeu d'une crise du contexte. Ce sont des mots qui ont été beaucoup prononcés jusqu'à présent. Ce sera l'occasion pour moi aussi de mettre un peu ma casquette de directeur éditorial de l'Institut national de l'audiovisuel, où on est confronté à cet enjeu de la guerre du contexte au quotidien. Le premier voyage que je vous propose, donc, c'est chez les décrocheurs de l'information, ou alors, si on reprend un peu les termes de votre réflexion, ces moments où l'autorité de l'information se déplace. Dans mon enquête, je pars d'un constat qui, pour être simple, n'en est pas moins profondément dérangeant pour tout journaliste. Une partie croissante de nos publics, une partie croissante de nos concitoyens ne croit plus dans l'information que l'on produit, ne lui reconnaît plus aucune autorité particulière. On peut choisir d'ignorer cette réalité. Comme journaliste, on peut se dire « tout cela, au fond, ne me concerne pas ». Je suis à l'inverse convaincu que les journalistes doivent aller écouter ces décrocheurs. En l'occurrence, je vais vous livrer un enseignement de l'enquête que j'ai pu mener qui est assez saisissant. Ces Français qui décrochent de l'information, ils ne sont pas marginaux, ils ne sont pas invisibles, et ils sont même très souvent très insérés socialement. Ils sont majoritairement diplômés, et ils ont le point commun d'être très actifs numériquement. Pour le dire encore plus directement, aucun des décrocheurs de l'information que j'ai pu rencontrer ne pourrait ni de près ni de loin
ressembler à un cliché, je ne sais pas, bac-5 par exemple. Les personnes que j'ai rencontrées sont des patrons, des patronnes de start-up. J'ai rencontré des retraités de la marine, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des avocats, j'ai même rencontré des élus. Je vais vous donner un exemple très concret de ce travail. J'ai eu, par exemple, l'occasion de documenter précisément l'explosion au printemps 2020 d'un groupe Facebook intitulé « Didier Raoult versus coronavirus ». Si je suis tout à fait complet sur le titre de ce groupe, il faut que je vous dise qu'il y a après ça un emoji, je crois qu'on dit biscotto, enfin voilà. Donc Didier Raoult versus coronavirus. En quelques jours, au moment même où les Français consommaient massivement de l'information, puisqu'on était à un moment où les journaux télévisés étaient très regardés. 13h, 20h, à tel point que certains se disaient « ça y est, c'est la grand-messe de l'information qu'on a retrouvée ». Et ben, au moment où il se passait ça, dans le même temps, le groupe Facebook dont je vous parle est passé de 0 à 370 000 membres en quelques jours. Je suis allé étudier encore un petit peu plus précisément les partages des contenus publiés sur ce groupe. Parce que quand un internaute partage un contenu, ça marque une forme d'adhésion très forte avec ce contenu. Eh bien, à un moment de crise ouverte, sur la deuxième semaine du premier confinement, donc à un moment où l'information elle a une valeur vraiment extrêmement importante, sur cette semaine précise-là, les contenus du groupe Facebook dont je vous parle avaient été plus partagés que l'ensemble des contenus diffusés sur Facebook par 6 médias d'information réunis, BFM Télé, France Info, CNews, LCI, Le Monde et Le Figaro. Vous êtes un utilisateur de Facebook pendant la deuxième semaine du confinement, vous avez plus de chances de voir partager dans votre fil d'actualité un contenu issu de ce groupe qu'un contenu issu d'une page d'information plus classique. Ce qui est pas plus classique, pardon, d'information tout court. Ce qui est frappant, c'est pas seulement la viralité, c'est la forme. C'est aussi à ça que je me suis attaché. Sur ce groupe Facebook, sur les autres lieux de diffusion de cette dark information, on va retrouver des dispositifs qui reprennent tous les codes de l'information professionnelle, des interviews parfois même en studio. On va retrouver des génériques bien faits, des experts affichés, un vocabulaire journalistique, parfois même une mise en scène de la contradiction, souvent orientée et, pour tout dire, souvent truquée. J'ai appelé ça de l'information Canada Dry. Ça ressemble à de l'information, ça a le goût de l'information, mais en fait, ça n'en est pas, tout simplement parce qu'elle a été faussée, parce qu'elle a été manipulée au nom d'intérêts militants, politiques, économiques. En l'occurrence, si je reviens sur le groupe Facebook dont je vous parlais, ce que j'ai réussi à démontrer après enquête, c'est qu'il y avait un lien direct entre l'IHU de Didier Raoult et le principal créateur du groupe, qui était un entrepreneur, donc très bien inséré dans la société. Évidemment, ce lien n'était pas du tout connu ni explicité pour les audiences. Je vais vous citer un autre exemple marquant, c'est le documentaire, ça me fait un petit peu mal au cœur de dire documentaire, mais la vidéo intitulée Hold Up, diffusée fin 2020, qui a été vue par plusieurs millions de Français. Là encore, la force du dispositif, c'est pas sa marginalité, au contraire, c'est sa capacité à produire une forme d'autorité alternative en singeant des codes. Dans Hold Up, il y a des interviews d'anciens ministres, de professeurs de médecine, de chercheurs. Tout est fait pour fabriquer un effet de crédibilité, alors que les faits, là encore, vont être tronqués, vont être manipulés. Je peux vous dire que j'ai interviewé un ancien ministre, Philippe Douste-Blazy, qui apparaissait dans ce documentaire et qui se mordait les doigts encore au moment où je l'ai interrogé, quelques mois plus tard, d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Je pense, au fond, qu'on n'est pas forcément face à une crise de l'intelligence collective, en tout cas, je l'espère, en matière d'information. On est face à une crise de la légitimité des médiations traditionnelles en matière d'information. Et pour en revenir à l'objet de votre commission, ce que les décrocheurs de l'information ne se contentent pas de dire, tout est faux. Ils disent ce n'est pas vous qui êtes légitime pour dire le vrai. Le second voyage que je vous propose, c'est un voyage dans le temps, effectivement, et je vais vous partager les conclusions d'un rapport de prospective, donc,
qui a été conduit dans le cadre des États généraux de l'information. Il portait sur le monde de l'information en 2050. C'est un travail qui a été coordonné par l'INA. Je veux tout de suite préciser qu'il ne s'agissait pas de la partie de recommandation des États généraux de l'information, mais bien d'une partie de prospective. Je salue mes co-autrices, co-auteurs, puisque c'était une œuvre collective. Au sein de l'INA, ce travail avait été mené avec Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l'INA, et François Quinton, rédacteur en chef de la revue des médias de l'INA, une revue qui analyse les évolutions des médias. En dehors de l'INA, il avait été conduit avec les regards et les expertises d'Antoine Bueno, qui est auteur et prospectiviste, qui d'ailleurs travaille dans cette belle maison qu'est le Sénat, de Jérôme Ruskin, le patron et fondateur de la revue Ouzbek Erika, et de l'universitaire Nathalie Sonac. La méthode qu'on a retenue pour essayer de se projeter en 2050 a reposé sur la construction d'une matrice d'incidence. On a identifié 5 grands chocs structurants, technologiques, économiques, politiques et géopolitiques, sociétales, écologiques, et on a étudié pour chacun de ces chocs les effets sur l'écosystème de l'information qu'on a lui-même décomposé dans ces mêmes 5 dimensions. Je vous donne un exemple concret beaucoup plus rapide de cette grille de lecture. Si on essaie de réfléchir à ce que peut provoquer un choc technologique, par exemple, tel qu'un développement exponentiel des sciences cognitives sur la composante technologique de l'information, on peut imaginer peut-être de l'information délivrée sur un nouveau support que pourraient être des implants neuronaux. Je ne suis absolument pas compétent pour vous dire si ce monde à la Star Trek peut advenir. En revanche, je pense qu'il faut l'envisager et qu'intellectuellement, on doit s'interroger là-dessus. Le croisement de ces chocs va nous permettre de produire des hypothèses qui sont parfois dérangeantes, et elles nous ont servi à construire 3 scénarios contrastés sur les possibles mondes de l'information en 2050. Le premier scénario, c'est un scénario qu'on pourrait qualifier de clair, quoi qu'on puisse en discuter. Ce serait un scénario d'un miracle informationnel. On imagine dans ce scénario qu'après une crise majeure, les citoyens reprennent la main sur leur destin informationnel, que l'information redevienne un bien commun. Ça veut dire peut-être que dans ce monde, les audiences acceptent de payer pour s'informer, qu'il n'y a plus forcément de financement par la publicité. Ça veut dire, dans ce monde, c'est un lien direct avec ce qui vient d'être dit par David Chaval-Arias, les algorithmes soient audités. On peut imaginer dans ce monde, dans ce scénario, que l'IA soit mise au service de la vérification et du contexte. Bref, dans ce scénario-là, la confiance se reconstruit. Les chances que cela advienne me semblent assez limitées. Le deuxième scénario est à l'inverse un scénario obscur. C'est un scénario dans lequel l'information s'effondre, dans lequel l'information meurt et disparaît. On a même imaginé qu'en fait, on a même analysé que l'information pouvait mourir au moins 3 fois à l'horizon 2050, sans forcément que cela émeuve beaucoup. La première raison de la mort de l'information pourrait être tout simplement la disparition des conditions d'indépendance dans lesquelles produire de l'information. Deuxième manière d'imaginer et de projeter une mort de l'information, c'est une forme de vote avec les pieds, en fait, par les audiences elles-mêmes. Dans un monde où il serait devenu tellement compliqué de s'informer, tellement difficile, et l'effort à faire serait tellement énorme, en fait, il y a un moment où les citoyens peuvent tout simplement se détourner de l'information parce qu'ils sont fatigués de devoir en permanence s'interroger sur le vrai ou le faux. La troisième possibilité de mort de l'information, elle repose aussi pour l'impossibilité pour les journalistes de s'engager sur l'information. Le travail d'un journaliste, c'est, vous le savez, un journaliste professionnel s'engage, par exemple, à corriger une information dès qu'il a connaissance d'avoir commis une erreur. Comment peut-on imaginer poursuivre cet engagement des journalistes dans un monde où le vrai et le faux deviennent indiscernables ? Si je poursuis ce scénario, on est aussi dans un monde où les plateformes dominent entièrement la distribution, où l'information est un flux d'influence parmi d'autres. On est clairement dans un scénario où la démocratie est devenue structurellement vulnérable. Le troisième scénario, qui
globalement le plus de chances d'advenir puisqu'il est médian. C'est un scénario clair-obscur. La manière dont on l'a envisagé pourrait être d'arriver à une forme d'information qui devienne éclatée. Ça veut dire qu'elle coexiste sous plusieurs régimes de vérité auprès de différents publics également. Ça pourrait vouloir dire que certains publics disposent d'une information de haute qualité parce qu'ils en ont besoin professionnellement, parce qu'ils ont les moyens d'y accéder, et à l'inverse, d'autres vivraient dans des bulles informationnelles fermées. Je vous ai dit aussi à quel point il y avait une forme d'humilité dans l'exercice de prospective, donc je me dois de vous dire aussi que dans certains éléments qu'on avait envisagés, à un horizon 10 ou 15 ans, sont advenus dans les 10 ou 15 semaines qui ont suivi la publication de ce travail. On imaginait par exemple une suspension d'élections en raison d'ingérence étrangère. On l'avait plutôt situé à l'horizon 2035 qu'en décembre 2024 en Roumanie. Si je devais tirer un fil commun entre les deux voyages que je viens de décrire, je dirais qu'au-delà de la crise de vérité à laquelle on est confronté, il me semble qu'on peut également parler d'une crise du contexte. Dans les univers de la dark information, les faits existent parfois, mais ils vont être décontextualisés, extraits, recomposés. Dans les scénarios prospectifs à l'horizon 2050, de la même manière, on est dans une aggravation de ce phénomène, avec une fragmentation totale des récits. Or, le contexte en matière d'information, c'est pas une coquetterie, c'est pas le 7e paragraphe d'une dépêche AFP. Le contexte, c'est la condition même et la possibilité du débat démocratique. Décontextualiser une image, on l'a vu, devient une arme. Sans les 5 secondes qui le précèdent et les 10 qui le suivent, on peut faire dire à un extrait vidéo l'exact inverse de sa signification profonde. Bref, sans contexte pour la comprendre, une information, elle n'a plus de sens. Je suis assez persuadé qu'il faut redonner le goût du contexte. C'est une partie j'ai la chance de pouvoir vous dire que c'est une partie de mon activité à l'Institut national de l'audiovisuel, à l'INA, en investissant les lieux mêmes de la décontextualisation, en y diffusant massivement des vidéos qui permettent d'éclairer l'actualité par le temps long de l'archive. J'espère qu'on contribue à faire massivement prendre conscience du contexte de l'actualité, des changements de société. Mais ça ne peut pas être la seule réponse par le contenu. Il est également indispensable, il me semble, de se dire qu'une partie de la réponse va passer dans un autre lieu qui va être les salles de classe, qui va être notamment par l'éducation aux médias et à l'information, qu'il est sans doute plus que jamais nécessaire d'étendre à l'éducation à l'IA. Cette éducation à l'IA, elle ne peut pas se limiter d'ailleurs à l'apprentissage d'outils. Elle doit intégrer la compréhension des logiques des outils IA, de leurs biais, de leurs effets sur la perception du réel. Il me semble effectivement qu'investir les salles de classe, c'est un enjeu central. Il ne s'agit pas de former des experts, juste des citoyens capables de se poser les bonnes questions. D'où vient cette information? Dans quel contexte a-t-elle été produite? Que montre cette image? Que ne montre-t-elle pas? Que cache-t-elle? Que fait l'algorithme à mon attention et à mon jugement? C'est aussi le moment où on se parlait je reprends les termes, de montrer le métier. Je pense que cet enjeu dans les salles de classe implique aussi, en matière d'information, de raconter, de partager et de montrer les coutures avec lesquelles l'information parfois se fabrique. C'est quelque chose qui me semble très important, et donc je reprends l'analogie du chercheur montrant le métier du chercheur. Si on veut éviter que la crise du contexte ne devienne une crise durable de la démocratie, l'enjeu semble assez clair. Il est question d'investir dans la transmission, dans l'éducation, dans la capacité collective à comprendre l'information, pas juste et pas uniquement à la consommer. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous le savez tous les trois, mais il y a actuellement le ministère de l'Éducation nationale met en consultation
un programme désormais sur l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire que jusqu'à présent, et je l'ai découvert en les écoutant alors que je suis censée en avoir bénéficié, mais ça m'a échappé, depuis les années 1980, tous les collégiens sont censés avoir une éducation, enfin une sensibilisation à l'éducation aux médias et à l'information, mais qui était en fait diffuse et qui était un peu au bon vouloir des professeurs s'ils mettaient en place des projets collectifs. Et donc là, l'idée du ministère est de mettre en place un vrai programme avec un contenu, et c'est ce fameux contenu-là qui est actuellement en phase de consultation. Donc voilà, je ne sais pas si l'un d'entre vous avait le sentiment d'avoir déjà eu ça dans ce... T'as eu ça, bien. Quatrième. Et est-ce que vous avez des questions? Plein. Alors Thomas, commence. Merci pour ces interventions qui se complétaient très très bien. Moi, j'ai des questions sur les pistes d'optimisme ou de sortie de cette impasse dans laquelle on accélère en ce moment. Je ne pense pas qu'il y aura un retour à un ordre, on va dire, plus traditionnel de l'information, avec la presse de référence qui ferait et construirait tout l'écosystème informationnel des gens, du grand public. Mais je crois tout de même à la régulation, et en réalité, il y a deux modes de régulation. Il y a celle par le marché, et on se demande pourquoi encore une plateforme comme X Twitter a une place aussi importante, malgré son écosystème toxique que n'importe quel utilisateur subit. Et qu'il a des concurrents, mais qui sont extrêmement marginaux et qui ne prennent pas. Et on a donc une prise d'importance de cette plateforme dans le débat public qui devient très problématique. Et l'autre régulation, c'est celle qu'on est en train de mettre en place en Europe, c'est la transparence, et notamment donc le DSA qui demande beaucoup de transparence, enfin qui inquiète d'ailleurs les plateformes parce qu'elle demande la transparence des algorithmes et la façon dont l'information ou ce qu'on reçoit est trié. Et je pense que la réponse de la démocratie, ça a toujours été la transparence, et vous l'avez dit même sur la production de l'information. Donc est-ce que ça, c'est pas une piste de mettre la lumière et de quelque part ouvrir les boîtes noires qui organisent et structurent la façon dont on reçoit l'information? Et ces bulles ne sont pas des bulles artificielles, elles sont créées par ces algorithmes. Et puis j'avais une deuxième question, parce que ça n'a pas été encore abordé, mais c'est normal parce que c'est en train de se développer à une vitesse folle. C'est est-ce qu'on a étudié les dispositifs d'intelligence artificielle qui servent d'assistants personnels à beaucoup de personnes, mais qui sont différents les uns les autres, mais qui offrent les mêmes services? Est-ce qu'on a déjà analyser peut-être les biais que chaque service a par rapport à d'autres? On sait que DeepSeek, le chinois, a quelque peu de mal à décrire certains événements de l'histoire de la Chine, mais est-ce qu'on analyse ces outils comme des outils qui sont biaisés politiquement et qui pourraient avoir, malgré ce qu'on en dit, des biais qui sont par leur construction politique, qui ferait qu'on utiliserait plutôt ChatGPT dans certaines classes de la population et plutôt Gemini dans une autre? Enfin, moi, j'ai l'impression que tout ça ouvre un champ assez vertigineux en termes de structuration du débat public, et peut-être qu'il faudrait mettre aussi son nez là-dedans. Je veux bien d'abord faire quelques remarques. C'est tout ce que nos réunions de la délégation ont toujours un côté un peu d'actualité, puisqu'hier on débattait sur la liberté académique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est quand même présent, et ça fait écho à tout ce que vous avez pu dire, M. Rosanvallon, sur cette... Après, j'ai une question comme ça déjà. Vous avez beaucoup parlé, M. Chavalarias, des rapports entre l'influence USA-Russie, pas du tout de la Chine dans vos propos. Et puis après, sur les réflexions, sur la prospective, et quand on voit la place que prend l'information, même comme elle nous inonde, ça me rappelle toujours un sondage qui avait... Enfin, une étude qui avait été faite en 2000, savoir comment on verrait 2100, en se basant sur ce qui avait été fait en 1900 par rapport à l'an 2000. Et on disait qu'on serait d'abord envahi, inondé, une place extrêmement prépondérante à l'information, sur toutes ses formes, et qu'on arriverait à une telle saturation
qu'ensuite ça baissera et que l'éducation reprendrait sa place. Alors, ça fait partie des scénarios. Je veux bien rester optimiste, mais je ne sais pas si on est vraiment dans ce cas. Et puis enfin, sur la dernière intervention, il y a quand même le statut pour moi du journaliste, parce que quand on parle d'information, on ne sait jamais d'ailleurs si c'est un journaliste qui respecte des règles déontologiques qui s'exprime, ou si c'est un intervenant, ou si c'est un pseudo. Et on n'a plus du tout de repères. D'abord, je pense qu'il y a le statut du journaliste. On peut avoir sa carte de journalisme si on a plus de 50% de ses revenus qui viennent du journalisme. Enfin, il n'y a pas un diplôme. Pour moi, il manque peut-être même un ordre des journalistes qui puissent mettre des règles déontologiques qui soient toutes les mêmes, parce que les instances déontologiques qui sont dans chaque média sont à géométrie variable, quoi. Il y a une éthique, des comités d'éthique, mais qui n'ont pas la même éthique. Donc, à mon avis, ça manque un peu d'unité et quelque chose qui rassurerait, puisque les sondages prouvent que s'il y avait par exemple un ordre des journalistes, les gens feraient davantage confiance à l'information, mais encore faudra-t-il repérer qui s'exprime. Est-ce que c'est un journaliste ou si c'est au contraire un rapporteur d'informations ou d'événements. Donc je ne sais pas, je voudrais savoir ce que vous en pensez sur cette évolution vers une possibilité quand même de régulation, non pas seulement du média, mais même des journalistes qui sont quand même à la source de l'information, et comment les faire passer, d'ailleurs pour leur permettre de rester, garder une indépendance par rapport aux structures qui les rémunèrent, puisqu'on sait que c'est entre des grandes puissances maintenant financières qui dépendent les médias, et puis rassurer de l'autre côté les lecteurs, auditeurs ou interventions. Oui, merci pour cet échange. Bon, manifestement, vous faites autorité dans les domaines sur lesquels on est en train de travailler ce matin. Moi, j'ai deux sujets sur... alors, ce qui est intéressant, c'est que la prospective, il y a un petit travail qui se fait à plusieurs endroits et presque en même temps. Et il y a 2 jours, on recevait le CREDOC, notamment avec Bernard et puis Califé. Et on parlait de la question de l'individualité, l'individualisme, la question aussi de la coopération et puis la collaboration, la distinction entre tous ces termes. Et dans vos propos, on voit bien que les cibles individuelles sont vraiment... Enfin, on cible les gens de manière individuelle et à travers des objets de confiance. Et pour faire la boucle avec ce qu'on a évoqué il y a 2 jours ensemble, c'est qu'à un moment donné, pour se sortir de ce mécanisme de réseau qui met en réseau des individualités, est-ce que vous ne pensez pas que le développement de structures collectives, d'espaces collectifs de coopération, permettent à un moment donné de sortir de cette emprise des réseaux sociaux et des attaques frontales qui sont à dessein et qui ont des objectifs de prise de pouvoir, de façon à ce que les gens, autour d'une table, autour de dispositifs organisés, permettent de coopérer ensemble et de retrouver, de reprendre quelque part le pouvoir sur l'information et sur la production à partir de là d'une trajectoire, de savoir et autres. Donc ça, c'est mon premier sujet. Et puis mon deuxième sujet, c'est presque un sujet local, c'est qu'on entend souvent dans nos débats des mots. Et je le trouve de plus en plus. Alors moi, je suis très sensible à ça parce que les mots ont du sens. Et à chaque fois qu'il y a une intervention dans l'hémicycle, assez régulièrement, on parle. C'est un amendement ou une proposition de bon sens. Faut être pragmatique, faut être raisonnable, en responsabilité. Enfin voilà, on entend ça régulièrement dans les hémicycles. Et moi, je me pose la question si véritablement ces mots ont-ils leur place dans le débat démocratique, qu'est-ce que ça renvoie et qu'est-ce que ça renseigne sur celles et ceux qui les utilisent à foison. Moi, ça m'interroge à chaque fois parce que personnellement, je trouve que ça ferme la capacité à débattre. Et je trouve qu'il y a des expressions comme ça qui arrivent ici et qui renseignent sur la façon dont aujourd'hui on fait vivre le débat et on ferme nous-mêmes dans le Parlement la capacité à
à autoriser quelque part la controverse. Merci. Je suis très sensible à tout ce que vous avez dit, mais moi, je n'ai rien à apporter sur ces questions-là. En revanche, il y a deux choses que je peux dire. La première chose, vous avez posé la question du bon sens. La notion de bon sens a été inventée au XVIIIe siècle en Angleterre, en Écosse, comme une sorte de volonté de polémique contre tout un ensemble de savants prétentieux. C'était une réponse, pour simplifier, de l'Église écossaise à l'Académie écossaise, qui a reproché aux grands philosophes, etc., de prétendre avoir la vérité, alors que l'Église dit non, la vérité, ce sont les choses qui viennent d'en bas. Et ce mot « common sense », vous le savez, c'est le mot qui a fait la Révolution américaine. C'est le titre du best-seller de Thomas Paine, et la Révolution américaine se lie en quelque sorte à ce mot de bon sens. Alors ce mot de bon sens, il est à la fois un écran et une protestation. Il est un écran parce qu'on fait appel au bon sens, ça veut dire, au fond, tout le monde sait qu'il y a quelques idées qu'il faut garder et le reste ne compte pas, mais un écran parce que justement, le bon sens, c'est éviter de s'interroger en profondeur très souvent. Donc là, il y a toute une littérature intellectuelle sur la théorie du bon sens et du common sense. Mais il est évident que très souvent, c'est un argument et pas la description d'une vérité. Le deuxième fait très important, et là, c'est aussi une expérience que j'ai eue d'accompagner la première mini-conférence citoyenne sur la vaccination que dirigeait Alain Fischer, et qui a eu pour résultat que la ministre de la Santé de l'époque, qui était Marisol Touraine, a accru le nombre de vaccinations obligatoires pour les enfants, dans un contexte où il y avait aussi de la discussion sur les vaccinations. Et ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est qu'il y avait une imperméabilité totale de toute une partie de l'opinion aux arguments scientifiques. Et donc que la seule réponse que l'on pouvait avoir à ce moment-là, c'est qu'une parole pèse si elle accepte de prendre en compte les indéterminations, les questions et même les préjugés. Il faut être accueillant aux préjugés, accueillant aux indéterminations, accueillant aux questions, et ensuite en disant il est normal de se poser des questions, je comprends que ça n'aille pas de soi, et ensuite de construire son point de vue. Mais il ne faut pas dire nous nous sommes réunis avec 20 personnalités qui ont auditionné de quantité de personnes savantes et nous pouvons vous dire que voilà ce qu'il faut penser des vaccins. Il faut accepter, je dirais, de prendre en charge l'indétermination. La démocratie, c'est ça peut-être. Accepter de prendre en charge l'indétermination, les erreurs, les questions de tous. Et ce qui est commun, ce n'est pas d'abord le résultat de la vérité. Ce qui est commun, c'est la commune acceptation des types de préjugés même, ou d'interrogations. C'est pour cela que l'idée qu'il faut corriger simplement les biais cognitifs est à la fois théoriquement vraie, mais pratiquement fausse. Et moi, je partage tout à fait, beaucoup de livres ont été écrits sur les biais cognitifs et des livres dont je partage 100% les analyses, etc. Mais ça n'est pas en pensant qu'on peut rééduquer les cerveaux, pour simplifier, et alors évidemment en commençant par les cerveaux des enfants, parce que tout de suite on dit c'est à l'école. Bien sûr, c'est très bien qu'il y ait cette formation à l'école, mais cette formation n'empêche pas tout un ensemble de choses, on le voit bien. Donc c'est tout au long de la vie sur tous les problèmes qu'il faut avoir une politique qui ne soit pas simplement celle de correction des erreurs, mais une politique de bienveillance, je dirais, à l'égard de ce qu'on peut considérer comme des aberrations intellectuelles peut-être. Mais enfin, il faut les accueillir. Sinon, ça veut dire qu'on n'accueille pas les personnes. Donc c'est là qu'est le problème. C'est que si la démocratie, c'est le régime où on pense qu'on peut faire avancer une collectivité. Et on peut faire avancer cette collectivité si on est ouvert à tout, à tous. Et tous, ils sont avec
leurs questions, leurs inepties, peut-être même, mais on ne répond pas à une ineptie en disant vous êtes un imbécile. Voilà. C'est aussi ça la démocratie. Oui, merci pour toutes ces questions. Donc je vais répondre à quelques-unes rapidement. Sur déjà la question de la Chine, alors c'était surtout une question de temps. Il y a des très bons rapports sur la désinformation chinoise, notamment de l'IRSEM avec Paul Charon, où il explique qu'en matière de désinformation, elle dépasse peut-être l'élève dépasse le maître par rapport à la Russie. Ceci dit, j'ai choisi de faire ce choix-là parce que il y a quand même des interactions un petit peu différentes. C'est-à-dire que la Russie et les États-Unis ont une sorte d'intérêt convergent à affaiblir l'Europe. Et j'ai l'impression, mais je ne suis pas spécialiste, mais que la Russie, elle essaye plutôt de regagner du statut à elle. C'est-à-dire qu'elle essaye de monter son statut au niveau international en faisant ce genre d'influence. Et évidemment, s'il y a des détracteurs, elle va dessus comme tous les autres. Alors que les autres, ils ont une volonté vraiment d'affaiblir, de destruction. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, mais en tout cas, il y a des convergences sur les attitudes de la Russie et des États-Unis. Il y a évidemment beaucoup à dire sur la Chine. Et TikTok, en tant qu'infrastructure, est problématique. Sur la question de la régulation, vous avez raison, on peut vraiment se demander pourquoi X est encore là, pourquoi la plupart des politiques communiquent encore sur X, pourquoi, pour certains politiques, on doit aller sur X pour entendre ce qu'ils disent, et pourquoi les journalistes disent « machin a dit ça sur X » et qu'ils ne puissent pas le dire sur un autre réseau. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la régulation des très grandes plateformes numériques, donc c'est une prérogative de l'Europe, hein, et donc la France dépend un petit peu en termes de subsidiarité de ce que va faire l'Europe. Or, au niveau de l'Europe, c'est très politique et géopolitique tout de suite. Et comme je vous l'ai montré à l'heure actuelle, et c'est aussi les échos qu'on a de la Commission européenne et du Parlement européen, en gros, là, pour l'instant, l'attitude, c'est de ne pas trop faire de vagues, parce que les adversaires, si on les prend frontalement, si par exemple on s'attaque directement à l'attaque américaine de manière très frontale, eh bien, en fait, les réactions peuvent être tellement importantes que ça peut être contre-productif, et on n'a pas la capacité actuellement, par exemple, de se passer de l'aide américaine contre la Russie, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, le temps de la régulation, on a des bons outils, mais le temps de la régulation, le temps de les appliquer, risque d'être plus long que le temps de destruction de la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver aussi à penser des pistes alternatives, et c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur la question d'aller avec les citoyens, à la fois de leur faire comprendre les enjeux, mais aussi de leur redonner une liberté de mouvement dans ces espaces numériques pour qu'ils puissent aller là où est leur intérêt et pas seulement là où ils ont l'impression de ne pas trop perdre, parce qu'actuellement on a des choses captives. Sur des infrastructures captives, pardon. Sur la question donc, après aussi de l'IA et des biais, en fait, les algorithmes de recommandation qui amplifient la toxicité notamment, et après les IA, tout ça, ce sont des infrastructures d'intermédiation. Et c'est toujours dans l'idée de moduler la perception à l'échelle d'une population de la réalité des enjeux. L'IA va presque plus loin, puisqu'on a un agent conversationnel qui synthétise encore plus, il y a encore moins de possibilités d'aller chercher les différentes références, et donc il y a un très grand enjeu sur la pénétration des IA conversationnelles auprès des citoyens et de la manière dont en fait elles peuvent conditionner. Parce que, par exemple, quand vous voyez que Grok se met à faire du négationnisme, c'est pas par hasard. C'est que Elon Musk a fait une expérimentation en demandant à Grok d'être moins politiquement correct. Et il a dû changer une ligne dans son prompt, et à l'échelle de ces centaines de millions d'utilisateurs, tout a changé. Et l'expression politiquement incorrecte, en fait, elle vient de 4chan. Et sur 4chan, donc c'est un forum avec une section extrême droite très forte qui s'appelle politiquement incorrect. Et donc, en fait, quand on dit à Grok d'aller vers là, en fait, effectivement, normalement, il va vers le négationnisme. Donc on voit bien qu'on a des infrastructures de plus en plus centralisées, de plus en plus opaques, de plus en plus facilement pilotables. On peut faire, par exemple, des tests psychologiques. On peut demander à Grok ou n'importe quel IA, fais des tests psychologiques sur tes utilisateurs pour savoir quelles sont leurs failles. Et il va poser des questions de manière incidente pour récupérer des failles. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Et autant l'IA que les algorithmes peuvent exploiter des biais. Et après, évidemment, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne va pas se mettre à essayer de corriger les biais humains intrinsèques. Par contre, on peut effectivement se dire une exploitation massive des biais humains qui sont naturels, par exemple le biais de négativité, devrait poser problème et devrait être interprété comme un risque systémique.
et donc être corrigé par les plateformes. On ne devrait pas pouvoir exploiter certains types de biais à l'échelle sur ce genre de choses. Sur la question donc, du canal de diffusion, effectivement, le canal de diffusion a une importance. Enfin, de fait, à partir du moment où vous mettez de l'image, par exemple, plutôt que du texte, vous appelez d'autres types de raisonnements. Vous appelez des raisonnements. Donc, je ne suis pas spécialiste directement, mais enfin, en gros, on sait qu'on a plusieurs manières de raisonner. On parle de système 1, système 2, par exemple, donc plus rationnellement et logiquement ou plus émotionnellement. Et dès que vous amenez de l'image, vous basculez sur un type de raisonnement qui est plus donc appelé système 1, c'est-à-dire émotionnel, pas forcément rationnel et rapide. Et donc, vous pouvez moduler en fait la part des deux systèmes. Et par exemple, si dans une élection, d'un coup, vous votez, je sais pas, les Britanniques sortent de l'Europe et puis quelques mois après, ils disent mais qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, ils se sont beaucoup, je pense, se sont fait un peu manipuler sur un spectre émotionnel. Et sur la question, donc, d'après comment on peut faire, et la piste du contexte, tous les intervenants ici ont parlé de l'importance du contexte, et pour moi, effectivement, c'est important, c'est sur les choses sur lesquelles on travaille directement, en termes d'espace informationnel. C'est-à-dire que quand il y a eu cette vague de désinformation, un des premiers réflexes, c'est de dire on va faire du fact-checking. En gros, on va dire aux gens qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Alors, c'est important pour que les journalistes aient des repères, c'est important qu'on puisse partager ces repères et qu'il y ait des méthodologies, mais la réaction souvent c'est de dire mais c'est pas qui êtes-vous pour me dire ce qui est vrai, ce qui est faux, si moi j'ai envie de croire ça, j'ai le droit. Donc en fait, vraiment l'enjeu c'est de redonner du contexte à l'information. Comme le disait Antoine Baillet, une information sans contexte c'est une demi-information, on ne peut pas l'interpréter. Donc par exemple, une des choses que l'on essaye de faire, c'est exactement comme un petit peu les images que vous avez montrées sur les cartes, c'est d'arriver à contextualiser qui est en train de dire quoi, mais qui pas au sens d'une personne, il ne s'agit pas de dire ah, c'est un tel, mais plutôt qui en termes d'origine sociale, de groupe social, de groupe de militantisme. Et c'est quelque chose qu'on a déjà testé sur X Twitter à l'époque. Donc on donnait ça aux journalistes, on avait des cartes de l'espace politique, ils pouvaient demander n'importe quoi, et puis on allumait la zone où la chose était en train de se diffuser. Et ça peut être en bien ou en mal, c'est-à-dire que quelque chose peut être localisé parce que c'est un lanceur d'alerte, ou localisé parce que c'est un groupe d'influences étrangères qui a mis des bots et qui veut le faire là. Mais donc arriver à redonner du contexte, et il y a plein de leviers, on a fait de la recherche dessus, il y a plein de leviers pour ça, mais développer en gros des infrastructures ou des modes des services publics, des communs numériques qui permettent à tout à chacun, sur une question quelconque, de dire ah oui, qui est en train de diffuser ça ? Et encore une fois, c'est plutôt quel groupe, quelle tendance. Ceux qui diffusent ça, ils ont diffusé quoi avant ? Parce que, par exemple, une des manières très efficaces de comprendre que vous êtes en train de vous faire tromper, c'est de retourner à la personne qui a créé le contenu et vous regardez les contenus qu'elle a créés avant. Et en fait, vous voyez qu'en fait, c'est quelqu'un qui est monomaniaque uniquement sur un thème et qui, visiblement, travaille de 8h à 17h sur ce thème-là. Donc voilà, arriver à développer des dispositifs qui recréent du contexte, je pense que c'est très très important. Et justement, ça permet de passer à côté ce côté donneur de leçons, même si c'est important aussi de faire du fact-checking. Voilà, et encore une fois, vraiment très important, c'est arriver à redonner une liberté de circulation dans ces espaces numériques. Il faut que les utilisateurs puissent aller là où est leur intérêt et pas là où est captée leur audience ou leur contenu éditorial. Et ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Et ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis, plus généralement aussi, donc une émancipation des différents services numériques. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible parce que le numérique, ça se change facilement. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on changeait tout le système routier. Changer de compte d'un réseau social, ça se fait en 2 minutes. Mais par contre, il faut le faire de manière synchronisée, collective. Voilà, c'est juste une question de coordination. Je vais commencer en parlant de cette question de canal et des effets qu'il produit, et je vais vous donner une date inconnue dans l'histoire de l'information et qui pourtant est fondamentale. Et pour vous dire que oui, définitivement, le canal a une importance clé. Le 12 septembre 2013 est une date dans l'histoire de l'information qui est très importante. C'est le jour où Meta, à l'époque c'était Facebook, a décidé d'activer la fonctionnalité qui s'appelle l'autoplay sur le fil des abonnés. L'autoplay, ça veut dire qu'un utilisateur de Facebook, lorsqu'il parcourt et lorsqu'il descend sa page, a une vidéo qui se lance automatiquement. Autoplay, il n'a plus à cliquer pour qu'une vidéo se déclenche. Cette fonctionnalité a directement
donné naissance à des médias vidéo. Cette fonctionnalité a directement changé la manière dont un sujet vidéo est construit. Parce que au moment où vous, pardon pour les anglicismes, mais c'est le terme, au moment où vous scrollez, au moment où vous descendez votre page, il faut attirer l'attention du lecteur pour qu'il reste au-delà des 3 premières secondes et qu'il regarde et qu'il visionne une vidéo au-delà des 3 premières secondes. Quand on est dans ce contexte de diffusion de l'information, on n'est pas en train de produire un sujet pour un 20h, ni même pour une chaîne d'infos. Il y a donc une influence très directe sur les contenus et ça a des incidences sur la manière dont on va produire de l'information. C'est assez vertigineux comme réflexion parce que, comme incidence, parce que c'est une décision qui a été prise dans les équipes produits d'un acteur de la technologie qui cherchait à ce moment-là à rattraper son retard sur son principal concurrent YouTube en matière de consommation de vidéos vues. Et donc, voilà. Donc ça a des incidences, évidemment que ça a d'énormes incidences. Autour de toutes les questions sur le journalisme, sur le statut du journalisme. Donc, si je vais repartir de la loi, puisque c'est elle qui définit ce qu'est un journaliste aujourd'hui. Un journaliste est celui qui tire 50% de ses revenus de l'exercice du journalisme. L'appréciation de cette qualité est confiée à un organisme paritaire, une commission paritaire associant des représentants de salariés, des représentants patronaux. C'est la commission d'identité des journalistes professionnels. Avec cette définition, globalement, à peu près 30 000 personnes chaque année se voient délivrer une carte de presse. Est-ce que c'est globalement satisfaisant? Est-ce que c'est globalement insatisfaisant comme mode de régulation? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut conduire à certaines aberrations. Je vais vous en citer une, je pense, à laquelle vous serez particulièrement sensible. Les équipes de Russia Today France, lorsque Russia Today était autorisé en France, avaient une carte de presse de journaliste professionnel. À l'inverse, certains lauréats du prix Albert Londres, parce qu'ils vont travailler pour des sociétés de production sur des formats longs de documentaires, n'auront pas de carte de presse. Bon, je vous laisse ça à l'appréciation. Après, tout système a forcément ses limites. Il y a une règle, elle est celle-ci, c'est la loi qui en décide, et elle est confiée après ça à l'appréciation de cet organisme paritaire. Cela n'est pas mon rôle que d'y répondre. Quoi qu'il en soit, les audiences se contrefichent, je vais être très direct aussi, de savoir si un contenu a été produit par un journaliste détenteur d'une carte de presse ou pas. Ce que je vous raconte, c'est la loi, c'est la manière dont elle s'applique, mais après ça, je pense que les audiences, effectivement, elles s'en fichent. Ce qui me semble important, et du coup, là, c'est une évolution même de la formation au journalisme, c'est une évolution même du scope qu'embrasse le travail de journaliste. Il ne s'agit, et c'est une difficulté supplémentaire, il ne s'agit pas seulement de produire de l'information, de la recouper, de s'engager sur sa véracité ou non, comme je pouvais l'expliquer. Il y a une dimension supplémentaire, je le pense, j'en suis assez convaincu dans le journalisme aujourd'hui pour regagner la confiance des audiences, qui est de montrer la fabrication, d'expliciter la manière dont l'information se produit. Ça peut vouloir dire à certains moments qu'un journaliste dit « je ne sais pas », ce qui est assez contre-intuitif, mais pour autant qui peut être une réalité. Voilà pour cette audition au Sénat qui portait sur la crise des valeurs d'autorité et de vérité à l'horizon 2050. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Public Sénat.